L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Lundi 1er juillet 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur ESAE Télévision et c'est votre émission Le Monde en 52 minutes. Cet après-midi, je reçois pour vous Hamzat Abdoulaye, il est expert en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. Tout juste à côté de lui, Morgane Asokba Metondi, consultant en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. Et en face de Morgane, Joël Ataï Guédegbe, expert en gouvernance. Bonsoir. Merci, bonsoir Tatiana, bonsoir chers amis. Cet après-midi, l'actualité est assez riche. Nous allons démarrer par la CEDEAO, lutte contre le terrorisme. L'institution propose la création d'une force en attente. Le projet de force en attente remis sur la table au sein de la CEDEAO. Morgane. Oui, c'est un très bon projet. Maintenant, c'est un projet qui existe ou devrait exister depuis très longtemps. On ne va pas dire que c'est du nouveau. Les tentatives pour juguler cette situation de terrorisme se sont multipliées. Et quand vous regardez de près ce projet, pour ne dire que ce qui en est sorti, on parle d'environ 2,5 milliards qu'il faille pour l'existence de cette force avec une capacité d'environ d'environ 5000 soldats. Et on se demande donc où est-ce que la mobilisation devra se faire, s'il faille réellement appliquer cette option, l'option de 5000 troupes ou 5000 hommes avec 2,5 milliards. On sait que le G5 Sahel a échoué à cause du financement. On sait que l'initiative d'Accra n'a pas pu prospérer, entre autres à cause du financement, du matériel et surtout de la capacité des acteurs à se mettre ensemble. Donc, il y a toujours cette problématique. Quand bien même, on a quand même appris que le président Tinubu n'exclut pas la possibilité pour les États de l'Alliance du Sahel de faire partie de cette initiative. Et on se demande donc quelle sera la formule qui sera trouvée pour non seulement ressusciter l'intérêt de ces États par rapport à l'intégration et ensuite les amener à joindre leurs forces dans une dynamique de rendre effectif la lutte contre le terrorisme, surtout qu'on sait que ce qui a poussé ces États, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, à se mettre ensemble, c'est cette situation de crise qu'ils ont estimé que la CEDEAO ne permettait pas, ne constituait pas un cadre formel pour permettre à ce qu'il y ait des avancées. Voilà tant d'aspects de la question qui méritent réflexion, mais quand même, on peut encourager cette initiative de la CEDEAO pourvu qu'elle soit capable de mettre en pratique cette volonté qui a été mise en relief. Alors justement, Hamzat, certains estiment que au lieu de parler d'une nouvelle force en attente, ils auraient mieux fait de chercher à ressusciter l'ECOMOG qui, dans les années 90, a quand même joué une certaine partition pour le maintien de la paix dans les différents pays ouest-africains. Alors aujourd'hui, pourquoi remettre ce projet sur la table alors que quelque part il y a des urgences plus importantes? Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a plus grande urgence, mis à part l'insécurité alimentaire,
que l'insécurité elle-même. Et vous allez vous rendre compte que la question de l'insécurité est une question qui préoccupe. Le terrorisme est plus que présent dans les États du Sahel et les États du Golfe de Guinée ne sont plus aujourd'hui épargnés par le terrorisme. Le cas du Bénin fait d'ailleurs figure d'école et nous oblige en tant que membre ou partie prenante de la CEDEAO de s'investir pour que ce type d'initiative puisse prospérer. Alors comme mon confrère l'a dit tout à l'heure, la question c'est de savoir est-ce qu'on a les ressources effectivement pour se lancer dans une initiative aussi énergivore en matière d'économie, en matière de finances. C'est ça la véritable question. Et je pense qu'on est vraiment loin du compte. Si les précédentes initiatives ont échoué, c'est justement parce qu'on a manqué de s'investir financièrement ou de trouver les mécanismes qu'il faut pour financer ce type d'initiative. Mais moi, je voudrais rappeler un exemple assez précis de réussite en matière de lutte contre le terrorisme. C'est le cas mauritanien. Alors, on n'en parle pas assez. Je ne sais pas si c'est un oubli volontaire de la part des dirigeants au sein de la CEDEAO. Bah oui, ils vous diront que la Mauritanie n'est pas dans la maison mère. Exactement. Mais je pense qu'on peut parfois puiser des exemples, même quand la Mauritanie ne puisse pas faire partie de la communauté. Il faut puiser des exemples qui ont fonctionné. Et le cas mauritanien se base sur 4 choses. Premièrement, la volonté politique. Depuis l'investiture du président, vous allez constater qu'il y a un allant pour juguler la crise du terrorisme en Mauritanie qui était inquiétante avant son arrivée. Et même pendant les élections présidentielles qui ont précédé son arrivée, la crise était à son summum. La deuxième chose, c'est les moyens financiers, évidemment. Il a trouvé les mécanismes, mais à l'interne, on n'a pas besoin d'attendre, comme le cas de la CEDEAO depuis longtemps, ou des organisations multilatérales qui ne font qu'attendre de l'extérieur ou de la communauté internationale pour se financer à l'intérieur. Ça rend le processus plus long et finalement pour aucun résultat. Donc il faut trouver les mécanismes à l'intérieur. La troisième chose, c'est la stratégie d'une paix durable. On a constaté avec la Mauritanie qu'il a dû négocier. Alors, la phrase qui fait office, c'est on ne négocie pas avec les terroristes, mais ça ne fonctionne pas en Afrique. Ça ne fonctionne pas dans le Sahel. Il faut, d'une certaine façon, négocier avec eux. Il faut négocier parce que c'est nos réalités culturelles. D'abord, avant de parler du terrorisme, c'est une réalité culturelle. Et enfin, j'aborderai le point lié à l'investissement dans la sécurité humaine et sociale. Vous savez, les gens vont vers l'extrémisme ou les dérives antisociales et tout ce qui va autour parce que justement, les États ont délaissé l'humain et le social. Je pense que si on pouvait se recentrer, mis à part les politiques qui mettent en avant les infrastructures, c'est très bien, mais on doit revenir à l'humain et au social. Ça va permettre à ce qu'il y ait une éducation de la couche juvénile et leur permettre d'être maintenus et en même temps d'être soutenus. C'est ça qui fait défaut aujourd'hui. Ces 4 points réunis feront en sorte que cette force d'attente pourrait être une réalité. Cette force d'attente, sans ces 4 paramètres, va être un échec. Alors justement, par rapport à cette force, le Nigeria a insisté que le leitmotiv de cette force ne sera pas sera la lutte contre le terrorisme et ce ne sera plus le renversement des régimes militaires. Alors dites-nous, ce bout de phrase-là, avancé par les experts de la CEDEAO, est censé rassurer les 3 pays qui sont sortis de la maison mère? Il faut croire qu'ils sont en panne d'imagination. Déjà, reconvoquer l'expression force en attente est déjà un signe patent de ce que la CEDEAO ou sa commission n'arrive pas à se renouveler. Et la force en attente était destinée à autre chose. Son concept est basé sur une mobilisation différée. Et quand il s'est agi d'intervenir notamment au Niger pour établir un président démocratiquement élu, on a vu comment cette force a patiné, comment son état-major simplement a eu du mal à se réunir. Donc, ce n'est pas crédible. Et tant que les moyens ne viennent pas de l'étranger, l'autofinancement est impossible pour l'instant. La volonté politique n'y est pas. Et troisièmement, le concept lui-même n'est pas
ne peut pas tacler, ne peut pas correspondre à la nature de la question terroriste. Et je reprends le dernier bout, ou en tout cas une partie de l'analyse d'Hamzat, sur la nécessité d'adresser les vrais problèmes. Il y a des problèmes d'aménagement du territoire, des problèmes de sécurité humaine en termes d'accès à l'emploi, en cas de développement en paix. En réalité, le terrorisme prospère où? Il n'est pas dans les capitales. Donc, il est dans les zones abandonnées par les États. C'est de ce que beaucoup de no man's land sont apparus avec des populations livrées à elles-mêmes, pour ne pas dire jetées dans les bras de ces nouveaux seigneurs, et que le terrorisme trouve un moyen de prospérer. Et ces populations n'ont pas intérêt à coopérer avec les États centraux, à dénoncer les terroristes, parce que il n'y a aucune garantie qu'elles soient durablement protégées. Donc, si la CEDEAO avait dit qu'elle voulait investir dans un plan ou appeler à un plan Marshall, notamment pour corriger ces déficiences, si elle avait appelé à davantage de coopération pour le renseignement, pour l'échange d'informations de manière pragmatique, oui, ce serait déjà quelque chose d'un peu nouveau. Et puis, ne jetons pas tout. Tu avais l'air de reconvoquer les Comores. Les Comores, c'était au temps de la superpuissance du Nigeria. Et quand le Nigeria, et ça a permis d'intervenir presque directement, avec des contingents majoritairement nigérians, sans attendre qui que ce soit. Oui, mais c'était déjà quand même quelque chose. C'était quand même une certaine avancée. Oui, mais si aujourd'hui il fallait attendre. Quand le président Tinubu dit Nigeria is back, ce n'est qu'un slogan, malheureusement. Le Nigeria n'a plus les moyens de sa puissance d'antan. Et tant et si bien que quand le Nigeria lui-même a été confronté à la question terroriste, avec Boko Haram, suivez mon regard, si c'est pas qu'elle a eu l'humilité d'accorder le droit de suite au Cameroun, au Tchad et le Bénin, qui ont participé à la force d'attente. Et le président Déby s'est fait fort de se montrer en action. Donc le grand Nigeria a dû avoir l'humilité de recourir à ses voisins et pour juguler un tant soit peu. Donc, première leçon, ou autre leçon, c'est la coopération sous-régionale. Il faut empêcher à tout prix la criminalité transfrontalière, parce que ça se nourrit de criminalité transfrontalière, cette affaire-là. Faut éviter que les gens basculent et trouvent le moyen d'aller d'une frontière à l'autre, et donc contrôler ces territoires-là. Si les pays étrangers, les pays hors communauté veulent nous aider, parce que, bon, quelque part aussi, ça les arrange. Ça les arrange, ça leur permet de mettre leur nez dans tout, et puis de se réclamer d'un succès éventuel. L'initiative d'Accra n'était pas si mauvaise que ça. Elle était modeste, elle était même basée sur la volonté des pays de s'autofinancer. Tout s'est gâté quand? À partir du moment où on a voulu les gros moyens, où on a laissé ceux qui ont échoué au G5 Sahel revenir fouiner leur nez dans ça. Ouais. Ça a fait fuir qui? Les pays du Sahel, les pays de l'AES. Donc, laissons l'AES qui prouve sans son effectivité, sa pertinence au plan de la défense, au plan de la coopération militaire, peut-être pas pour le reste, et que les côtiers, les gens du Golfe s'organisent comme ils peuvent, mais qu'on n'oublie pas qu'on doit coopérer au plan du renseignement et qu'on doit investir nécessairement dans les zones abandonnées. À ce prix-là, je crois que on n'aurait déjà gagné que de ressortir des schémas éculés de force en attente. C'est bien beau sur papier, mais ça ne marche pas pour l'instant et ça ne peut pas marcher comme ça. Alors, pour sortir de ce sujet, Morgane, quelle explication vous avez à donner aujourd'hui concernant le comportement de la CEDEAO, qui est prête aujourd'hui à traverser certaines transgressions, certaines prescriptions pour forcément certains principes même qui fondaient le fondement de la CEDEAO pour plaire forcément à ces trois pays que sont le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Alors, déjà, première chose, il faut dire que, comme on peut le constater, la CEDEAO écoute. Il faut dire qu'on a critiqué cette force qui était en stand-by, qui était prête pour aller remettre de l'ordre à leur place et les gouvernements civils à leur place. Et cette CEDEAO aujourd'hui se rend compte que, au lieu de s'acharner contre ces régimes putschistes, que la priorité devrait être la lutte contre le terrorisme. Et c'est ce que
nous avons estimé, lorsqu'il y a eu cette initiative, on s'est posé la question de savoir si cette force existait et qu'elle était suffisamment prête pour agir, mais pourquoi n'a-t-elle pas agi et a laissé qu'on se retrouve dans une situation de sécurité assez difficile? Donc je pense que d'une façon ou d'une autre, elle écoute. Maintenant, est-ce qu'il est préférable d'écouter après que certains événements qui rendent la chose difficile se soient réalisés? Pourquoi est-ce que je dis cela? Est-ce qu'il fallait attendre la création de l'AES pour penser à l'initiative de renforcer le dispositif et aller lutter contre le terrorisme? Non. Et aujourd'hui, donc, cette CEDEAO ferait toujours mieux d'associer un certain nombre d'expertises en matière de stratégie de prise de décision pour être dans les normes. Vous avez bien fait de le dire. Cette CEDEAO aujourd'hui, par cette décision ou cette initiative, semble remettre en cause cette décision préalable, surtout pour ce qui est du respect strict des tests, pour ce qui est de la démocratie et tout le reste. Cela nous ramène à l'importance d'apprécier le contexte et de voir si les tests qui existent conviennent au contexte. Donc, tous ces paramètres aujourd'hui doivent être mis au profit de nouvelles dynamiques. Ce qui est important, c'est que la nécessité de coopération que mes deux co-débatteurs ont souligné est très importante et que l'AES aussi comprenne cela et que s'il est nécessaire aujourd'hui de travailler ensemble, d'avoir des troupes de ces États se mettre ensemble pour juguler cette question de la sécurité, c'est totalement recommandable. Donc, que ce soit l'AES ou les pays membres de la CEDEAO, il est important aujourd'hui d'établir un cadre de coopération et de comprendre que l'existence de l'AES ne met pas en péril la dynamique d'intégration régionale, surtout pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme. C'est une problématique qui dépasse les pays de l'AES. À trois, ils ne peuvent pas résoudre ce problème parce que si l'espace concerné du Sahel est résolu, est bien géré, et si l'espace du Golfe de Guinée se retrouve dans cette problématique de sécurité, l'AES n'aura pas réussi. Donc la nécessité et je dirais même l'obligation de coopérer pour gérer cette question s'impose aussi bien à l'AES qu'à la CEDEAO. Pour finir, je dirais la problématique du financement est une problématique qui devait être résolue, pas dans une perspective de mobiliser le financement qui a été prévu. Non. C'est ce qui est clair aujourd'hui, trouver 2,5 milliards par an pour ces troupes, ça ne se fera pas par les pays concernés. Les pays de l'Union, ouais. Non, il faudra forcément inviter les partenaires techniques et financiers avec tout ce qui va avec. Ce qui est tout à fait logique. C'est normal que celui qui investit son argent demande des comptes. Mais non, il faut faire la politique de ces moyens. Et je pense que c'est dans une dynamique de politique de ces moyens que l'AES a voulu quand même faire une certaine démonstration. Politique de ces moyens signifie tenir compte de sa capacité, faire le travail de présence territoriale, arriver à fédérer les efforts des populations dans la stratégie de renseignement pour pouvoir juguler ces situations et faire en sorte que les forces en présence de ces pays puissent réellement répondre et protéger les populations au moment opportun. Si la CEDEAO arrive à faire cela avec les pays de l'AES, je pense que nous serons sortis tout au moins un peu de l'auberge en attendant que les partenaires techniques et financiers viennent nous rejoindre. Là, nous nous rendons du côté du vieux continent, au niveau de l'Union européenne. Les gouvernements ont décidé de reconduire la présidente de l'Union à la tête de l'institution. Une nouvelle confiance accordée à Ursula. Réaction? Je pense que c'est une logique parce que Ursula von der Leyen, quand même, à la tête, n'a pas un mauvais bilan. Et je trouve que pour les principes, enfin les points principaux qu'elle défendait à son investiture, tout de même, elle a réussi d'une certaine façon, même si la crise ukrainienne s'est installée. Je pense qu'elle a
d'une certaine façon, réussi à défendre son bilan. Et la continuité, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver. Et je trouve que dans la configuration également des dernières élections européennes, où on a la montée des extrêmes, inquiétant, c'est vraiment un facteur très inquiétant. Vous l'avez dit ici plusieurs fois sur ce plateau. Il est vraiment important que des personnalités comme Ursula puissent quand même être maintenues pour que l'institution puisse continuer à véritablement fonctionner. Je pense que l'Union européenne en tant qu'institution a des mécanismes qui sont prévus pour que quand ce genre de choses arrive, cela puisse être contenu. Mais la question est de savoir pour combien de temps, parce qu'on ne peut pas se voiler la face par rapport aux réalités aujourd'hui. Quand on regarde actuellement la configuration du Parlement européen, on sent nettement une progression des nationalistes et des partis de l'extrême droite, et même en France, mais également en Allemagne. On sent une nette progression. Et ça fragilise le statut de l'Union européenne. Ça fragilise l'avenir de l'Union européenne. Maintenir Ursula von der Leyen, c'est d'une certaine façon continuer à lutter contre les extrêmes, continuer à faire durer de façon pérenne l'Union européenne dans tous les sens du terme. Alors, je me retourne vers vous. Joël, dites-nous un peu. Nous avons constaté que il y a la première ministre italienne, Giorgia Meloni, et Viktor Orban, qui n'ont pas apprécié d'être mis à l'écart lors de cette décision. Alors, moi, je vous pose la question de savoir, est-ce que c'était une décision stratégique de la part des autres gouvernants européens de ne pas impliquer ces deux responsables? Oui, parce que disons que sur les questions dont traite l'Union européenne, ces deux pays ont des positions assez extrêmes, donc qui n'arrangent pas. Et le plus célèbre, c'est Viktor Orban avec ses fresques. Mais Madame Meloni n'est pas moins célèbre par ses pics, notamment à l'endroit de la France, et j'en passe sur la question d'immigration. Oui, mais les pics ont quand même diminué aussi, parce que depuis qu'elle est à l'œuvre, elle a compris, voilà. Là-dessus, oui. Et donc, elle, dans une moindre mesure, mais bon, voilà. Et maintenant, Madame von der Leyen est le plus petit dénominateur commun dans une Europe en crise et pratiquement en conflit ou en phase de pré-conflit ouvert avec la Russie. Et ça ne vous aura pas échappé que celle qui a été appointée pour les relations extérieures, pour la coopération étrangère, vient d'un pays balte, d'un pays de l'ancienne Union soviétique. Elle vient de la Lituanie. De la Lituanie, et elle est très anti-russe. Donc, quand même, il y a eu... On a besoin de cet équilibre-là. Cet équilibre, il y a eu ces réponses qui ont été apportées pour se rassurer d'abord qu'on soit dans la continuité et qu'on tacle les problèmes de l'heure. Bien entendu, ils trouveront pas directement réponse par rapport à ça. Et peut-être que nous allons en parler. Les élections en France viennent encore de renforcer le front de l'extrême droite en Europe. Donc, les demandes vont être de plus en plus fortes à l'intérieur du Parlement européen, d'un côté, mais du terrain à partir de chacun des pays. Donc, il va falloir tenir compte également de cette volonté de se distancer, ou en tout cas de prendre cette distance par rapport à l'Union européenne. Mais en attendant, c'était le moins qui était possible, et je ne trouve pas trop à redire par rapport à ça. L'Europe est en panne, il faut le reconnaître, et il faut sauver ce qu'on peut sauver. Sauver les soldats européens. Alors, je me retourne vers vous. L'idée, en tout cas, elle est formidable. Je me retourne vers vous, Morgane. On voit quand même la montée des partis d'extrême droite au niveau européen, qui sont d'ailleurs majoritaires. Alors, je vous pose la question de savoir, on a comme l'impression que cette mandature, elle sera pas de tout repos pour la nouvelle présidente reconduite. C'est pas une impression, je peux dire que ça va chauffer. Et moi, c'est justement cela qui m'amène à me poser la question de savoir si c'est vraiment la personne qu'il faut aujourd'hui pour gérer cette situation au niveau de l'Union européenne. Oui, je suis d'accord que à l'heure où nous sommes, cette Union européenne reste encore du côté de ceux qui estiment qu'il faille forcément s'ouvrir, qu'il faille s'intégrer,
il faille fédérer les forces pour pouvoir avancer ensemble. Mais il est clair aujourd'hui que ceux qui pensent que l'Union déjà consomme trop, pour ce qui est de leur part de contribution, qui pensent que l'Union conduit dans une politique qui ne protège pas forcément le dispositif interne, que ce soit économique ou légal, parce que quand on parle du droit aujourd'hui, le droit doit être d'une certaine façon conforme à l'aspiration de l'Union européenne, alors qu'on est face à des situations qui changent. Donc je me dis, ça va être très difficile, simplement parce que Ursula von der Leyen, qui a quand même essuyé cette situation de corruption à laquelle on a assisté il n'y a pas longtemps. On nous a parlé la d'enquête. corruption venue de Je l'autre côté. Je ne sais pas si vous avez suivi, vous avez les résultats de l'enquête. Nous attendons toujours. Il n'y a pas qu'en Afrique qu'on ne donne pas vite les résultats des enquêtes de corruption. Donc, je me dis, avec tout ça, ce sera compliqué. On pourrait se retrouver à voir la tête de l'Union européenne, une Ursula von der Leyen qui va subir ce que le président Macron est en train de subir en France. Alors, pour sortir de ce sujet, dès ce 1er juin, il y a la Hongrie qui assure la présidence. Dites-nous un peu, l'expert en relations internationales que vous êtes, comment vous voyez déjà cette présidence hongroise? Elle ne sera pas de tout repos, les pics viendront de partout avec le Premier ministre qui est... Oui, je pense que l'Europe marche actuellement sur des fourches codines. Et c'est compliqué, c'est véritablement compliqué. Ils ont retardé au maximum cette présidence, mais il fallait que ça puisse arriver. Je trouve que... Et à quel moment? Exactement. Au moment où les extrêmes... Le timing est bien choisi, Alors là, c'est pas simple, mais je trouve que en dépit du discours de la Hongrie qui se veut extrême, ou ce qu'on veut autour, la Hongrie aussi milite pour ses intérêts. Ça, on ne doit pas l'oublier. Et au sein de l'Union européenne, chacun essaie de tirer le drap de son côté. On peut considérer la chose sous cet angle. Et pour moi, c'est que la politique de Viktor Orban n'est pas foncièrement contre l'Union européenne, mais contre certains dispositifs de l'Union européenne qui ne favorisent pas les petits États. C'est-à-dire les petits États, surtout les États de l'Est qui ont intégré l'Union européenne après le grand groupe. Eh bien, ces derniers, à l'instar de la Grèce, par exemple, sont parfois financièrement étranglés. Et c'est ce qu'a dénoncé pendant très longtemps ces États marginalisés de l'Union européenne qui ne sont pas écoutez, la guerre en Ukraine leur a d'une certaine façon donné la légitimité de dire ce qu'ils voulaient et de dire ce qu'ils pensaient. Mais cela ne veut pas foncièrement aussi dire qu'ils veulent se retirer. Parce que se retirer de l'Union européenne aujourd'hui, c'est un manque à gagner incroyable pour ces États. Par contre, de l'autre côté... donc ils restent et ils subissent alors. Alors, on peut toujours essayer de rééquilibrer le rapport de force. Et ça part du discours de dénonciation. C'est pour ça que dans l'Union africaine, certains n'ont pas le courage de partir. Oui, donc... après, la configuration de l'Union européenne et de l'Union africaine ne sont pas similaires. Là, nous parlons plus d'une dynamique économique qui est aujourd'hui partie sur une dynamique globale et politique, surtout avec la Russie et son influence au cœur de l'Europe. Donc, je pense qu'on peut comprendre cela. Mais comme on évoque aujourd'hui, à l'heure de la crise économique, on évoque les intérêts géoéconomiques, il est important pour ces petits pays tout de même de rééquilibrer la balance. Alors le discours il est très acerbe, mais la finalité n'est pas forcément de quitter l'Europe, mais d'essayer de trouver leurs intérêts dans le jeu. Le contraire n'est pas pareil pour les grands États comme l'Allemagne ou la France, parce que eux, ils investissent plus de sous au sein de l'Union pour peu de résultats à l'interne. Et ça, ça se symbolise pas la montée des extrêmes qui, d'une certaine façon, veulent quitter l'Europe. On parle du Frexit, mais est-ce que ça va être une réalité? C'est la question qu'on se pose. Alors là, maintenant, on va du côté de l'Iran. Réformateurs et ultra-conservateurs s'affronteront au second tour de la présidentielle. Le premier tour de la présidentielle en Iran a eu lieu le 28 juin dernier. Et je vous pose la question de savoir, est-ce que on pourra facilement tourner la page Ibrahim Raïssi dans ce pays?
Non, décidément, au-delà de lui, c'est que le courant conservateur est plus que présent. Et donc, l'idée d'une pluralité de candidatures, ou bien d'un pluralisme, n'est qu'une façade et qui sert encore plus à légitimer un ordre bien établi. Et maintenant, reste à savoir comment ça va se passer avec les États-Unis, puisqu'il y a des élections qui viennent. Et est-ce qu'il y aura une polarisation de ce côté? Est-ce que l'Iran va vouloir continuer à bander les muscles par rapport à Israël? Et en tout cas, ce courant conservateur valide un peu tous ces aspects-là. Et donc, je ne vois pas de rupture à l'horizon. Et les choses peuvent être atténuées par les vis-à-vis qu'ils auront. Je vais parler des Américains, par la volonté de la Chine de coopérer avec eux, de tirer leur marron du feu assez malicieusement. Et donc ça, ce serait le côté modéré de la chose, parce que la Chine, si elle s'engage un peu trop, elle va recevoir des coups de son autre partenaire ennemi, les États-Unis. Donc un équilibre. La paix des braves. La paix des braves, oui, voilà, risque de se faire. Donc il y a beaucoup d'indécision à cause d'Israël, à cause des élections aux États-Unis et de la volonté ou la capacité de la Chine de pousser plus loin dans l'alliance avec l'Iran. Alors, on se rappelle que lorsqu'on suivait un peu... Notons quand même que la population est dans une défiance assez forte vis-à-vis de ce qui est prôné. Justement, parlant de cette défiance, certains estimaient que les ultra-conservateurs remporteraient les élections au premier tour, mais nous avons eu la surprise où quand même les réformateurs vont au second tour. Est-ce que ce schéma a été envisagé il y a encore quelques semaines? Pas vraiment. Je ne serais pas étonné de voir qu'on ait une autre surprise. Parce que quand vous regardez le taux de participation, on nous parle d'à peine 40%, et on voit que les réformateurs sont quand même en tête, et qu'il y a 2 conservateurs qui suivent. Alors, imaginez que ce réformateur arrive à mobiliser les 60% restants qui restent, ou ne serait-ce qu'une quarantaine de pourcentage des 60%. Je pense qu'on est très loin de voir les conservateurs forcément prendre le dessus si il y a ce miracle de mobilisation qui est effectué par le réformateur, qui semble, lorsqu'on regarde... Dire s'il y avait de la transparence. Oui, mais à ce niveau quand même, déjà, il y a quand même une certaine transparence, Joël. Parce que, attendez, un réformateur qui arrive quand même en tête pour ce premier tour, alors qu'on se rappelle encore que quelques semaines ici en arrière, on ne vendait pas cher la peau des réformateurs. Je pense qu'il a utilisé la terminologie que le diplomate ne voulait pas utiliser. Mais je comprends cela parce que c'est l'esprit en gouvernance. Oui, peu importe le nom qu'on va lui donner maintenant, pourvu qu'il y ait cette capacité à pouvoir maintenir la dynamique et à permettre que les choses se fassent. Mais on doute un peu de ce miracle ou de cette transparence-là. Pourquoi? Parce qu'on connaît la dynamique. C'est un pays quand même qui reste sous, qu'on le veuille ou non, le contrôle du guide. Et donc, est-ce que le guide, dans sa volonté de voir la société mieux se porter, laissera faire réellement comme on l'espère le peuple? Parce que ce qui est clair aujourd'hui à voir ces résultats, 40% de participation, 60% d'abstention par rapport à la chose, ça montre que il y a une rupture qui est en train de s'opérer au niveau de l'Iran et que le départ de Raïssi donne une opportunité pour un renouveau sociétal. La question c'est est-ce que le réformateur va arriver non seulement avec son équipe mais avec tout ce qui est considéré comme le peuple iranien à retourner la tendance et à prendre un nouveau chemin. Est-ce que les élections aux États-Unis ne vont pas avoir aussi leur influence? Est-ce que la dynamique avec Israël n'aura pas son influence? Donc il y a plusieurs paramètres ici, que ce soit interne ou externe. Voilà. Alors je me retourne vers vous. Joël et Morgan l'ont dit tout à l'heure, il y a quand même eu 60% des électeurs qui se sont abstenus, qui ne se sont pas rendus aux urnes. Mais à côté de ça, les 40% qui se sont quand même rendus aux urnes, on a vu que le réformateur Massoud a créé la surprise et il était jusqu'ici inconnu du bataillon. Est-ce qu'au second tour, il peut continuer dans la même lancée?
Je ne pense pas, parce que ceux qui se sont abstenus, c'est des frustrés de la République islamique. Il faut noter que sur le plan social, ce n'est pas l'histoire d'amour entre les Iraniens et leur régime. Donc, ce n'est pas la mort d'Ibrahim Raïssi qui va changer quelque chose. Ce n'est pas le réformateur arrivé en tête, bon, avec un peu de nuance, parce que être arrivé en tête avec 2% ou 3 de plus qu'un conservateur derrière et à la troisième place un autre conservateur. Oui, mais c'est pas rien quand même, Hamzat. C'est pas rien. On parle quand même de l'Iran, là. Oui. C'est important. Est-ce que déjà les jeux n'étaient pas dessinés d'avance, parce que projeter d'office le conservateur arrivé deuxième, allez, c'est beaucoup trop surchauffé, je pense. Donc il faut peut-être faire languir. Donc vous êtes du même avis que Joël, qu'il n'y avait pas de transparence? Pour moi, je ne vais pas évoquer la transparence. Je ne suis pas expert en questions électorales. Non. Mais pour moi, l'Iran est à la croisée des chemins. Voilà. Déjà, sur le plan externe, sur le plan de la politique externe, l'Iran et l'Arabie Saoudite ont tenté d'apaiser les choses sous l'égide de la Chine. Et ça a été une bouffée d'oxygène pour l'Iran. Mais il est impératif que le prochain qui arrive puisse trouver une véritable solution face aux États-Unis et à Israël également. Parce que ça ne peut pas perdurer. On parle de l'intérêt des Iraniens. Ces multiples, je vais dire, sanctions contre l'Iran, allez, ne frappe pas directement les dirigeants ou l'ayatollah, non, mais ça frappe plus les Iraniens, et c'est de ça qu'il s'agit. La deuxième chose pour moi, c'est que, d'une certaine façon, l'Iran doit, ou le prochain président doit alléger sa politique interne. C'est une certitude pour moi, sinon ça risque d'être encore plus complexe pour lui. Ça risque d'être difficile de gouverner à l'intérieur. Il faudrait alléger, parce que pour moi, la République islamique doit aller vers une république modérée. Les enjeux géopolitiques obligent l'Iran à s'ouvrir à l'Arabie Saoudite, à essayer de discuter avec Israël pour apaiser les tensions dans la région, et à revoir sa position avec les États-Unis, puisque c'est en train de basculer. Les démocrates probablement pourraient laisser la chaise à Donald Trump. Probablement. C'est ce qui s'annoncerait. Et là, c'est une perche à saisir. Ça ne va pas arriver 2 fois dans l'histoire. Il faut le faire, et l'Iran est à la croisée des chemins. Et je finis là-dessus par rapport à l'issue de ces élections. Pour moi, le jeu est fait. Vous avez les conservateurs qui reste populaire tout de même au sein de l'électorat. Et vous avez Massoud qui fait cavalier seul. Je ne pense pas que même s'il ressuscite... Oui, mais à l'heure actuelle, avant de chuter, dans ce pays-là, est-ce que on a besoin d'un président conservateur ou alors d'un réformateur? Parce que dans une république islamique, c'est difficile d'aller vers un réformateur. Enlevons un peu la touche islamique. Enlevons la touche islamique. Enlevons la touche islamique, faisons cet après-midi, faisons comme si l'Iran n'était pas une république islamique cet après-midi. Bon, même si, est-ce qu'on a encore besoin d'un conservateur ou d'un réformateur? Pour moi, Massoud n'a pas de programme fiable. Pour moi, je continue de le dire, c'est du préparé. C'est un candidat qui a été préparé pour la cause. Morgan n'est pas d'accord avec toi. Hein? Je peux comprendre. Mais il y a quelques mois, personne n'entendait parler de lui. Une campagne qui se fait, je ne sais pas, en 2 semaines, qui veut diriger un État comme Donc vous voulez dire qu'il a peut-être été préparé par ceux d'en face? Pour servir de larbin en réalité. D'accord, oui, ce qui se profite, c'est la victoire des conservateurs, mais l'Iran restera ingouvernable si ces 3 points que j'ai cités ne sont pas revus. Oui, Morgan. Si vous permettez, ce n'est pas parce qu'on n'a pas entendu parler de lui qu'il n'est pas iranien et que les Iraniens n'ont pas entendu parler de lui. Je pense que c'est le peuple iranien qui fait son choix. Aujourd'hui, ce peuple a parlé en permettant à ce réformateur d'être à la tête des résultats, et dire que le peuple n'est pas en capacité de parler une fois de plus et de permettre à ce réformateur de gagner les élections. Et quand j'écoute l'analyse de mon confrère, il est très clair que ce qu'il faut aujourd'hui, ce qui s'apparente au contest
iranien aujourd'hui, c'est pas un conservateur, c'est forcément un réformateur qui pourrait répondre aux aspirations du peuple. Il a parlé de l'ouverture de l'Iran. C'est pas un conservateur qui va ouvrir l'Iran. Et cela nous permet même, si vous voulez que je donne mon avis, quand vous faites une sorte de parallélisme avec ce qui se passe en France, oui, la France aujourd'hui a des aspirations au Rassemblement national. C'est le peuple qui dit cela aujourd'hui. Maintenant, est-ce que les dirigeants vont permettre au peuple d'avoir ce que le peuple souhaite? Ça dépend des Iraniens et de leurs dirigeants. De toutes les façons, non, on va passer au second sujet. On va passer au second sujet. On va se rattraper. Non, vous allez vous rattraper parce que de toutes les façons, quand c'est en Afrique, on ne permet pas au peuple de choisir. Donc, on sait ce qui nous attend. Aux États-Unis, débat Biden-Trump, les inquiétudes des électeurs démocrates de New York après le débat. Alors, nous avons tous suivi ce premier débat, Joe Biden et Donald Trump. Alors, panique à bord dans l'État de New York qui est généralement démocrate. Et plus que ça, ou pire que ça, disons que on ne sait plus où est passé le pilote lui-même a été. Qui est pour sauver le pilote Biden? Si sa copilote même a dit qu'il a été inexistant au début du débat, c'est dire à quel point le mal est profond et donc comment sauver le soldat ou le pilote Biden. Et au fond, c'est la question, c'est l'équation à résoudre pour que cette élection soit un peu challengeante. Et surtout que Donald Trump semble plus vigoureux que jamais, malgré son âge, et qu'il ne paraît pas. Et surtout qu'il menace de renverser la table s'il n'était pas proclamé vainqueur. Dieu seul sait jusqu'où il pourra aller au bout de ses fins et jusqu'où la population ou l'électorat américain saura discerner pour indiquer clairement son choix. La question israélienne s'est invitée une fois de plus et encore très fortement dans ce débat-là. Est-ce que ça va durer jusqu'en novembre? Et donc ça dépendra de l'évolution. C'est demain, mais c'est aussi lointain. Vous voyez les missiles qu'on est obligé de sortir, ça coûte cher. Tout ce qu'il faut envoyer vers l'Ukraine, c'est pas moins exorbitant et donc il faut rendre des comptes au fur et à mesure. Et il y a la Russie qui a son allié Trump. Enfin, je ne sais pas si ça va continuer ouvertement, mais donc on peut avoir une imbrication très forte des relations internationales. Et à ce jeu-là, les Américains, je parle de l'électorat américain, et parfois peut tout abandonner parce que c'est America First. Et donc, si on n'arrive pas à leur montrer que c'est de la puissance, de la souveraineté des États-Unis qu'il s'agit à travers ces élections, j'ai peur qu'il y ait une forte abstention et que ce soit une élection qui se gagne par défaut par le plus présent, le plus vigoureux de ces papis-là. Alors, je me retourne vers vous, Hamzat. Pourquoi cette crainte de la part des New-Yorkais? À moins que les démocrates changent de candidat. Alors, dites-nous un peu pourquoi cette crainte de la part des New-Yorkais, quand on sait qu'ils sont généralement souvent sereins lorsqu'il s'agit des présidentielles. Est-ce que il y a cette peur-là de basculer dans le camp républicain à l'issue de ces élections? Pour plusieurs raisons. Quand vous suivez le débat, vous avez l'impression que Joe Biden était aux abonnés absents, ce qui était une réalité. J'ai suivi des débats présidentiels de la campagne américaine et je pense que c'est le débat qui est vraiment en dessous du niveau là où c'est marqué 0. Et du côté de Donald Trump et du côté de Joe Biden. Donald Trump était plus incisif, avec beaucoup de ramassis de mensonges. Évidemment, parce que il est opposant. Il est opposant et voilà. C'est sa chose. Quand on est opposant, on a beaucoup d'arguments. Non, particulièrement Donald Trump, c'est sa façon de fonctionner. Ça, on le sait. Et ça a créé deux Amériques. On l'a constaté durant les 4 ans de Joe Biden. On avait une fracture sociale aux États-Unis. On avait la fragilité des institutions qui a été révélée au grand jour parce que, justement, Donald Trump. Voyez-vous. Et je pense que Joe Biden aurait été plus lucide ou le Parti démocrate aurait pris la bonne décision d'avoir un autre candidat. Alors, il fallait aussi avoir le temps de le choisir, mais je pense que le temps a fait défaut
pour les démocrates. Généralement, on ne cherche pas la place du chef quand le chef est encore là. Hein. Peut-être bien, ça mais... s'applique aussi de l'autre côté. Hein. Mais là, on parle des élections aux États-Unis. Et c'est un On parle aussi seulement des élections quand c'est sous les tropiques ici. Hein. Oui, quand le chef a envie, on ne parle pas de la succession du chef. Il vaut mieux que le chef aille se fracasser le visage devant là-bas, comme c'est le cas présentement. Hein. Alors, je sais pas les mêmes contextes. Je pense que pour les États-Unis... Vous êtes injuste, hein? Non, écoutez, le manteau est beaucoup trop grand et la cause est très importante aujourd'hui. Il y a les multiples conflits qui sont ouverts sur la carte du monde, au cœur de l'Europe, au Proche et au Moyen-Orient plus que jamais. Et même à l'interne des États-Unis, la crise économique et même monétaire est plus que jamais d'actualité. Comment trouver la bonne formule pour en sortir aujourd'hui? Telle est la question. Joe Biden maintenu, pour moi, n'a pas de sens pour assurer la continuité des démocrates. Alors, la deuxième chose, et je finirai là-dessus, c'est que le bilan de Joe Biden est plus ou moins une déception. Une déception par rapport aux attentes de l'électorat américain. Parce qu'il faut qu'on se souvienne qu'il y a quelques années, il y a 3 ans et demi, les Américains ont fait le choix de Joe Biden justement parce que Donald Trump n'a pas su satisfaire certaines attentes. Et là, il va satisfaire ça? Non. Là, les Américains ont confié leur destin. Mais normalement, je crois que pour ces élections américaines, il aurait fallu un 3e larron, hein, parce que si. Il aurait fallu, mais le système. Oui. On a parlé de Michelle Obama. Le système est dualiste et je ne pense pas que le 3e larron pourrait faire quelque chose d'important. Mais je finis vraiment là-dessus sur mon point. Vous n'avez pas encore fini? Je pense, et je finis vraiment là-dessus, je pense que le bilan de Joe Biden était son boulet. Est-ce que il a le temps en quelques mois pour renverser la donne? Je ne pense pas. Je pense qu'on a stigmatisé Donald Trump, pour moi à tort d'ailleurs. On aurait dû laisser l'homme quand même se défendre normalement, sans pour autant l'attaquer avec cette justice qui est instrumentalisée, on le sait. Tout ça aujourd'hui joue à l'avantage de Donald Trump. La victimisation... Non, là, vous avez fini. Donc, vous allez permettre que je passe aussi la parole à Morgane. D'accord. Alors, Morgane, c'est avec vous que nous allons mettre terme à notre émission de cet après-midi par cette question. À ce jour, certains estiment qu'il faille laisser Joe Biden pour ce second mandat et que aujourd'hui, lorsqu'on regarde, c'est quand même celui-là qui a encore cette chance de pouvoir fédérer les Américains. Est-ce qu'à ce stade de la campagne, vous croyez que comme ce fut le cas il y a 4 ans, l'ange Barack Obama peut venir à la rescousse ou encore Hillary Clinton pourrait éventuellement venir à la rescousse du soldat Biden? C'est une grosse question. Hein. Et qui attend une réponse. Vraiment. Alors, la réponse, elle va être aussi simple que possible. Lorsque vous regardez la dynamique qui a existé aux États-Unis jusqu'à cet instant précis, 2 choses sont claires. Première chose, les démocrates ne pourront pas changer de candidat. Apparemment, ils veulent rassurer le peuple américain qu'ils ont fait le bon choix. Et ils iront jusqu'à la fin. On ne change pas le concours. La deuxième chose, c'est que il y a très peu de chances pour que le président Biden soit réélu. Je ne dis pas le contraire. Et cela, il faut tenir compte des contingences économiques, politiques et aussi internes. Sur le plan économique, ça va pas aux États-Unis. Les États-Unis... Ça va quelque part? Justement. Voilà. Et les États-Unis s'inscrivent dans ce gros ensemble et voient aujourd'hui les institutions de Bretton Woods remises en cause. Et là, c'est pas du tout intéressant. Sur le plan politique, quand vous prenez l'international, toutes les alliances sont en train de se refaire. Même l'Union européenne aujourd'hui a les yeux braqués sur ce qui est en train de se passer aux États-Unis parce que ce qui va se passer aux États-Unis va déterminer dans quel sens beaucoup de choses vont se faire. Et aujourd'hui, sur le plan interne, Donald Trump s'en sort très bien. Pas parce qu'il est forcément le meilleur c'est le moindre mal, c'est ça? C'est la personne qui est entourée, non seulement qu'il est sur le plan physique et individuel, l'incarnation d'une
partie considérable des Américains, je suis pas forcément d'avis avec mon confrère, il incarne cette partie des États-Unis qui semble avoir perdu beaucoup pendant plusieurs années et qui a envie de donner une réponse. C'est la même colère qu'on a en France, où il y a un groupe qui n'est pas content, qu'on a aussi aux États-Unis. Et ça, c'est très important et ça va déterminer la façon dont les choses vont se faire. Et je suis content que l'expert en gouvernance l'ait souligné. Apparemment, il n'est pas prêt à accepter quelconque autre résultat que sa victoire. Et il n'y a pas que lui en tant que candidat, mais il y a aussi cette population qui le soutient, qui estime qu'ils ont été volés il y a quelques années et que cette fois-ci, personne ne pourra le leur voler. C'est ce qu'est devenu aujourd'hui la démocratie américaine. C'est triste à dire. Et je ne pense pas que c'est un problème. Je pense que c'est l'essence de la démocratie. De toutes les façons, je suis sûr que le swing state, je suis sûr que le swing state qui a fait gagner Biden il y a 4 ans fera encore le miracle et le soldat Biden pourra remporter. C'est improbable. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, oui. Il y a un dernier mot qui veut sortir. Non. Non, c'est une dernière prière pour qu'une femme sauve l'Amérique. Est-ce que ce sera Kamala? Est-ce que ce sera Hillary ou Michel? Wait and see. Alors, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi. Le tout premier du mois de juillet, j'ai reçu pour vous... 52 minutes ne suffisent plus. J'ai reçu pour... Ah oui, j'espère que comme vous l'avez dit, le président directeur général du groupe de presse ESAE, Clément Adéoutiadéchian, vous a entendu. Et désormais, il va devoir nous donner 1 heure. C'est pas moi qui demande à monsieur le PDG, ce sont les invités de cet après-midi. Parmi ces invités, il y avait Joël Ataï-Guédé, expert en gouvernance, merci beaucoup. Morgana Sogba-Metonji, toujours disponible, merci. C'est un plaisir. Sans oublier l'impitoyable Hamzat Abdoulaye, merci. C'était un plaisir. Toute l'équipe de production vous remercie de nous avoir suivis. Retrouvons-nous le lundi prochain pour d'autres actualités plus alléchantes. Merci, au revoir, bye bye.